On va essayer de reconnecter les différentes patches de forêt isolées qui aura un bienfait pour les animaux, pour les plantes, mais aussi pour les humains parce qu'on va passer par les rivières. Parlant avec Anelio, en voyant ces forêts qui étaient vraiment en urgence absolue de protection et de sauvegarde, j'ai dit ok, c'est là où je veux mettre une partie de mon temps. Bienvenue dans cet épisode Focus qui nous amènera dans la province de Manabí en Équateur, au cœur du Choco, une forêt tropicale humide qui abrite une multitude d'espèces endémiques. Botaniste et directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, Thomas Couvreur y a monté un projet de préservation qui l'amène à travailler avec des ONG, mais également des équipes de recherche d'autres disciplines, tout en intégrant pleinement les populations locales. Ce projet illustre ce que Thomas appelle la science de la durabilité. Je m'appelle Aurélie Sutter et avec Louise Dentière, alternante au sein de la Fondation Evertea, nous avons passé une journée avec Thomas et ses équipes dans son laboratoire de l'IRD, mais aussi au cœur de l'incroyable herbier de Montpellier. Les 2 premiers épisodes de cette série sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Le projet dont va nous parler Thomas se situe du côté ouest des Andes, là où les terres se tournent vers le Pacifique, très exactement dans l'ouest équatorien. Je demande à Thomas de nous parler de ce territoire. Le Choco, c'est moins connu que la forêt amazonienne. Donc, on parle beaucoup de la forêt amazonienne en ce moment. Le Choco, c'est un peu la forêt sœur de l'Amazonie. Il y a très très longtemps, ils étaient en contact, mais avec l'orogenèse des Andes, ils se sont un petit peu séparés. C'est une forêt qui a été un petit peu délaissée. Pourtant, c'est une forêt tropicale humide incroyable. Beaucoup d'espèces endémiques. C'est une des régions où il pleut le plus au monde. Il peut pleuvoir jusqu'à 6 mètres d'eau dans certaines régions de la Colombie. En Équateur, en particulier, ces forêts ont été malmenées pendant plusieurs décennies, notamment à cause d'une réforme agraire qui a vu la population urbaine pouvoir s'approprier des terres dans la forêt pour couper et faire de l'agriculture intense. Donc, dans les années 60, il y a eu une déforestation incroyable. Et moi, quand j'étais justement sur les bancs de l'université ici à Montpellier, c'était un des exemples typiques de déforestation non contrôlée de la planète. Donc on avait la photo de avant la déforestation, où on voit une jolie forêt bien continue le long de la côte, et quelques décennies plus tard, dans les années 80-90, où on voit plus que des petits îlots de forêt, des petits patchs. Bien sûr, tout ça, ça a des conséquences assez négatives sur la forêt, sur la biodiversité. Et il y a quelques années, en 2018, je faisais du terrain dans l'ouest équatorien quand je suis tombé sur un propriétaire local qui vit dans la côte équatorienne, dans une région près d'une ville qu'on appelle El Carmen. Quand on se balade dans cette région-là, en fait, il y a beaucoup de culture de bananes. Donc, on peut conduire pendant très longtemps. Il n'y a que de la banane. Une fois que la banane disparaît, c'est plutôt l'élevage bovine. Donc, c'est que des champs. Mais caché dans ces champs-là et dans ce paysage un tout petit peu montagneux, c'est pas très montagneux, mais il y a quand même des petits vallées, des toutes petites collines. Il y a des forêts, des patchs de forêt qui persistent. Et ces forêts, en fait, sont extrêmement biodiverses, extrêmement importantes, mais qui restent très peu connues. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a plus rien là-bas, et donc ils préfèrent aller dans des endroits plus reculés. Je vous ai parlé tout à l'heure des expéditions, on décide d'aller là où personne n'est allé. Ici, c'est un peu l'opposé. Les gens vivent là, ils sont là. Mais il y a encore ces forêts, et ces forêts restent complètement non connues et peu prospectées. Donc la forêt du Choco, en fait, c'est des petits îlots de biodiversité qui perdurent. Voilà, dans la partie de l'Équateur dont je vous parle, c'est comme ça. C'est une mosaïque d'agriculture intense avec quelques patchs de forêt qui persistent. Ces patchs sont assez petites, elles font plus ou moins la taille d'un terrain de foot à plusieurs terrains de foot. Et dans ces forêts, il y a une énorme biodiversité, pas seulement végétale, mais aussi des animaux. Et il y a des animaux assez notables, comme un singe hurleur endémique de la région, menacé. Bien sûr, son habitat est complètement détruit. Il y a aussi des singes araignées qui habitent dans ces forêts-là. Donc, il faut imaginer que pour eux, ils ont besoin d'une grande forêt pour vivre. Là, ça fait plusieurs années où ils vivent vraiment dans des petites forêts isolées qui sont beaucoup trop petites pour leur habitat, qui a beaucoup de conséquences sur la nourriture, sur la nutrition, mais aussi sur la reproduction et leur bien-être en termes de diversité génétique
Donc il y a beaucoup de problèmes dans ces forêts-là, mais nous, quand on les a visitées, on a quand même réussi à découvrir pas mal de nouvelles espèces. Donc c'est des espèces, comme je vous ai expliqué, qui ne sont pas connues de la science. Donc il faut bien croire que c'est des régions qui sont connues, on y accède en voiture, c'est pas très compliqué, et même là-dedans, on arrive à trouver des nouvelles espèces. Donc, comment ça a démarré ce projet? Tu as rencontré cette personne qui vit là-bas et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as décidé de lancer un projet Donc j'ai découvert, j'ai rencontré donc cette personne qui s'appelle Anelio Lor. Anelio, c'est ce qu'on appelle un parabotaniste. C'est quelqu'un qui a appris la botanique, mais sans le côté académique. Donc lui, il a appris en travaillant dans certains projets d'université en Équateur. Donc il est devenu très bon en botanique. Il arrive à identifier les arbres. Il a beaucoup travaillé en Amazonie. Et quand il est rentré dans sa terre natale, il a décidé d'investir et d'acheter un petit fragment, un de ces fragments de forêt. Beaucoup de gens pensaient qu'il allait la couper et mettre du bétail dessus, mais il a dit non, moi je vais la protéger, je vais faire de la conservation. Et à l'époque, beaucoup de gens disaient mais tu es complètement fou, tu es en train de perdre de l'argent, il faudrait que tu continues à travailler, il faut que tu abattes l'arbre, il faut que tu mettes tes vaches et que tu fasses de l'agriculture. Et il a toujours dit non, même si c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très modeste. Il a une famille, il a 3 enfants, donc il a mis vraiment la protection de la forêt avant la sienne, avant son bien-être. Et c'est ce que moi je qualifie de vrai héros de la biodiversité. C'est vraiment quelqu'un qui met toute sa vie pour protéger ces fragments de forêt. Donc grâce à son impulsion et sa motivation et son charisme, c'est quelqu'un de très charismatique. On parle avec lui et au bout de quelques minutes, on est complètement, on tombe amoureux de son projet, on tombe amoureux de ce qu'il défend. J'ai décidé de monter des projets en collaboration avec lui, bien sûr, pour continuer à protéger ces forêts. Donc ça a fait un petit effet boule de neige. En parallèle, il y a une ONG locale qui s'appelle Great Leaf, qui est dirigée par une botaniste, une biologiste équatorienne, Andrea Narvaez. Et donc avec elle, on a réussi à s'allier pour essayer de monter des projets. Donc c'est un partenariat assez intéressant avec la population locale qui est menée par Anelio, une ONG qui est là constamment, qui est toujours là présente, une ONG équatorienne, et ma recherche à moi qui est un petit peu plus internationale et qui est un peu plus fondamentale. Et donc on a uni nos forces et on a cherché à avoir des financements. Donc on a commencé petit, on nous a donné 10 000 euros, après un peu plus, après on a eu 70 000 euros. Là on essaye de demander beaucoup plus d'argent pour continuer le projet, qui est un projet vraiment de sciences de la durabilité qui est en son cœur. Donc c'est transdisciplinaire, on travaille avec les ONG, c'est interdisciplinaire, on a justement des gens de sciences sociales qui viennent comprendre quelle est la vision de la biodiversité. C'est pas les gens qui habitent là-bas, c'est des gens qui sont de 2e génération. Donc ça veut dire que c'est pas très longtemps qu'ils habitent dans ces régions-là. C'est pas comme les communautés indigènes en Équateur, que ça fait des générations et des générations qui vivent en forêt. Tout ça, c'est relativement nouveau. Ils ont une méthode d'exploitation de la biodiversité qui leur a été transmise par leurs parents, qui n'est pas forcément adaptée pour la protection de la biodiversité. Donc le rôle du projet, c'est vraiment d'intégrer le bien-être des populations là-bas avec le bien-être de la biodiversité. D'essayer de rendre cette matrice en fait de culture et de biodiversité plus intégratif et de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on va faire de la reforestation, on va essayer de reconnecter les différentes patchs de forêt isolées, qui aura un bienfait pour les animaux, pour les plantes, mais aussi pour les humains, parce qu'on va passer par les rivières. Et donc, quand on va planter des arbres le long des rivières, et on sait que quand il y a une biodiversité autour des cours d'eau, ça purifie l'eau et ça rend la qualité de l'eau meilleure, ce qui sera positif pour la population. Bien sûr, on va passer sur le territoire des propriétaires, donc on doit négocier avec eux, c'est très très éducatif, il faut être très pédagogique, il faut leur expliquer pourquoi c'est important. Beaucoup d'entre eux sont complètement d'accord, ils sont d'accord pour léguer un peu de leur terrain, pour planter à nouveau des arbres et faire cette connexion. On travaille avec les écoles, il y a des écoles là-bas, donc on fait de l'éducation. De façon assez curieuse, les enfants connaissent très mal la biodiversité, connaissent très mal la forêt, même s'ils habitent à côté. Pour eux, c'est juste un endroit où il y a des serpents. Donc, et c'est pas seulement les enfants, même les adultes, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans la forêt encore, si ce n'est que pour chasser ou pour aller exploiter des choses. Donc il y a quand même une méconnaissance, parce que pour eux, la forêt... Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la forêt qu'ils voient eux maintenant, c'est plus vraiment de la forêt, parce qu'ils ont connu l'époque où en fait il y avait les grandes distributions de forêt. Donc pour eux, là, ce qui reste, c'est plus vraiment de la forêt, quoi. Alors que pour nous, les botanistes, on dit oui, c'est une forêt, il faut absolument la protéger. Donc voilà, donc c'est ce que je parlais un peu plus tôt avec la science humaine. Il faut vraiment cette science pour essayer de communiquer avec eux, entre eux, et que nous on leur explique ce qui nous intéresse, qu'eux ils nous expliquent ce qui leur intéresse, et qu'on essaye d'avancer main dans la main pour
un but qui est commun en fait. Pas seulement ce que nous on veut les botanistes ou les gens qui sont dans la conservation, mais aussi qu'est-ce que eux ils attendent. Donc eux bien sûr ils attendent des choses concrètes, ils veulent pas perdre de l'argent. Donc on va pas leur dire bon bah tu perds tout ton terrain, on va y planter des arbres. Non, c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Améliorer les rendements par exemple, les rendements pour pas qu'ils perdent leurs ressources en fait, leur gagne-pain. Mais aussi par exemple tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est éducation, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des dispensaires, il faut qu'il y ait des routes aussi. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais en fait les routes ça leur permet de mieux communiquer et de mieux se déplacer. S'ils doivent faire 4 heures pour aller à la ville, c'est pas top. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles on va travailler. Donc là, c'est vraiment un travail intégratif où on essaye de sauver ce qui reste, mais aussi pour favoriser le bien-être des populations locales. Donc là, la démarche scientifique, au-delà de l'observation, vous êtes vraiment avec un objectif de préservation, de restauration. C'est vraiment une autre démarche. C'est vraiment une illustration de ce que tu nommes la science de la durabilité. Voilà, là, on essaye vraiment, on passe à l'action. Il y a encore beaucoup de sciences fondamentales parce qu'on connaît encore très mal ces forêts. On ne sait pas, par exemple, en termes de services écosystémiques, donc les services, les bienfaits que la nature procure à l'homme, est-ce qu'elle séquestre beaucoup de carbone ou pas? Est-ce qu'elle purifie l'eau? Tout ça, c'est des choses qu'on doit encore bien analyser, bien quantifier, parce que si on veut convaincre la politique de faire quelque chose, il faut qu'on ait des preuves à l'appui. Comme je disais, la biodiversité reste encore peu connue. On découvre encore généralement beaucoup de nouvelles espèces. Après, on essaye de prendre un peu une marque maintenant, et quand on met en place nos actions de conservation, dans 10-15 ans, on peut refaire des mesures et voir en effet, on a amélioré la biodiversité, on a amélioré le train de vie des populations locales, elles ont accès à des soins, elles ont accès à l'éducation, parce que si elles voient que la biodiversité, ça empiète sur leur bien-être, elles auront moins tendance, comme n'importe qui, n'importe où, on aura moins tendance à vouloir le conserver. Donc c'est la question que j'allais te poser, en quoi c'est important d'intégrer une équipe de recherche. Finalement, ça pourrait être porté par une ONG, de recréer des connexions entre les îlots de biodiversité. En quoi c'est important d'avoir une équipe de recherche? De ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous faites finalement un état de l'art aujourd'hui, et puis ensuite vous mettez en place des choses, et vous pourrez voir d'ici quelques temps les effets que ça aura. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer? Voilà, on a un problème en conservation, c'est que la plupart du temps, on n'arrive pas à démontrer que nos actions sont bénéfiques ou pas. C'est un vrai challenge. Et au fur et à mesure qu'on avance et les ressources financières, on va dire, diminuent, les gens qui veulent financer ce genre d'action, ils veulent dire comment vous allez montrer que ça marche. Moi, si je vous fais un service, à la fin, je vous dis, voilà, vous avez demandé ça et on vous a délivré ça. En conservation, ça reste un peu plus cryptique. On fait beaucoup d'actions, on discute beaucoup, mais est-ce que concrètement, on a réussi à faire quelque chose? Et ça, on peut y arriver, par exemple, en utilisant des indicateurs. Donc, on fait des mesures avant, on avance, on fait des mesures après. Et ces indicateurs sont à la fois sociaux, donc on va dire des choses toutes bêtes. Combien de fois est-ce que chaque famille a été hospitalisée? Combien de ressources est-ce qu'ils gagnent par an? Combien de fois est-ce qu'ils ont été malades? Mais aussi biologique. Donc la population des singes, est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle est encore... on peut faire beaucoup de choses. Donc ça demande des scientifiques. Et les scientifiques, c'est pas seulement des gens qui font de la biologie, c'est aussi tout ce qui est sciences sociales. Ça dépend de la méthodologie, en fait. Donc nous, ce qu'on va apporter, c'est une méthodologie, c'est une connaissance en disant on peut faire comme ça, ou on peut faire comme ça, ou on ne sait pas comment on doit faire. On va travailler avec vous, on va mettre en place une méthodologie pour y arriver ensemble. Et c'est ça qu'apporte la science, c'est un peu ce côté méthodologique et technique, en plus de tous les savoirs. En préparant cet entretien, tu nous avais parlé d'une citation quand on t'a demandé finalement en tant que scientifique qu'est-ce qu'on peut faire, et toi tu nous avais dit finalement trouver un endroit qu'on a envie de protéger et tout faire pour essayer de devenir gardien de cette forêt. C'est ça que tu essayes de faire à cet endroit-là? Oui, en effet. Il y a quelqu'un qui avait un grand écologiste tropical qui avait publié un article un petit peu qui était visé pour des gens comme moi, qui était un petit peu désemparé en disant je travaille sur les forêts, je génère des données sur les forêts, j'aime les forêts, je veux les protéger. Pourtant, la science fondamentale, elle a un rôle important, mais elle n'a pas un rôle vraiment, on va dire, concret. Je ne peux pas dire, regardez, c'est grâce à moi ou c'est grâce à mes recherches. C'est un petit peu plus dur. Et donc, dans cet article, il avait prôné l'idée d'adopter une forêt. Avec l'idée qu'on ne l'adopte pas, c'est pas qu'une question de l'acheter, mais on va l'adopter d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'on va dédier une partie de notre recherche, de notre temps, de notre passion pour protéger cette forêt-là. Donc on va créer des liens, par exemple, on va en parler, là c'est ce que je fais en ce moment, on en parle.
je cherche de l'argent. Donc, je vais utiliser mes qualités pour écrire des projets, pour essayer de trouver de l'argent, pour emmener un petit peu d'argent, pour commencer à mettre en place un certain nombre d'initiatives, parce qu'il faut payer les gens, on a des étudiants, il faut qu'ils puissent aller sur le terrain, ça coûte de l'argent. On apporte plusieurs disciplines, on essaye de voir ça d'un point de vue transdisciplinaire, pluridisciplinaire. Donc tout ça, c'est ce qu'il disait dans l'article. Et quand moi, j'ai pas mal voyagé, j'ai jamais vraiment trouvé ce point d'attache. Mais en parlant avec Anelio, en voyant ces forêts qui étaient vraiment en urgence absolue de protection et de sauvegarde, j'ai dit, OK, c'est là où je veux mettre une partie de mon temps pour en discuter, pour communiquer, pour faire des réseaux. C'est très local. C'est très petit, on va dire, à l'échelle des choses, mais voilà, ça va apporter quelque chose pour cette communauté et la communauté à nous pour les prochaines années. Et est-ce que nous, on pourrait faire ça aussi, admettons que ce soit en France ou justement participer à cette préservation de la forêt ? Oui, alors en France, il y a des initiatives. Alors, je ne suis pas un spécialiste. On parle beaucoup des forêts tropicales, mais les forêts en France ne sont pas en très bon état non plus. Il y a une étude récente qui est sortie en disant que la superficie des forêts a augmenté, mais leur qualité a diminué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres qui meurent et que le cycle de la biodiversité n'est pas de très bonne qualité. Donc ça, c'est très préoccupant. Ça, c'est plus d'un côté financier, mais on peut participer à la protection des forêts. Et puis après, une fois qu'on participe, on peut les visiter. Donc ça c'est des activités qui existent. Une autre ONG avec laquelle on collabore, qui s'appelle Green Sanctuaries, qui est une ONG française, elle a vocation, et c'est un partenaire très important dans le projet, a vocation à sauver des forêts en les achetant. Donc en fait, ils disent qu'il faut maîtriser le foncier. Parce que si une forêt, en fait, on l'abat, c'est parce que le propriétaire a décidé de l'abattre. Donc si on arrive à être nous propriétaires ou à maîtriser ça en disant elle est à nous d'une certaine manière, on peut empêcher l'abattement, en fait, la déforestation. Et donc avec cette ONG, on a réussi à lever des fonds, notamment 100 000 euros, ce qui est quand même beaucoup, pour acheter une autre forêt. Donc c'est pas la forêt de mon ami Anelio, mais c'est une forêt qui était à côté. On a réussi à lever des fonds pour l'acheter. Et donc maintenant, c'est la même ONG Great Leaf, donc l'ONG équatorienne, qui la gère. Donc c'est l'ONG française qui a pu relever les fonds, mettre en place les sous, aider à l'achat. Et après, maintenant, c'est l'ONG avec mon ami Anelio qui commence à gérer cette forêt-là de la même manière qu'ils ont géré leur forêt initiale. Donc c'est un projet qui grandit. Ça prend du temps. On a commencé en 2018. Le temps qu'on se connaisse avec Andrea, le temps qu'on rencontre, qu'on fasse du terrain, qu'on reçoit les projets, ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose sur lequel je suis là pour le long terme. On parle de 20 ans, mais avec l'idée qu'on veut que ça soit multigénérationnel. Donc on ne veut pas simplement que ça soit durant notre vie, mais on aimerait que ces petits patchs de forêt, ça peut paraître quand même idyllique, mais c'est ce qu'on aimerait, soient protégés, pas seulement pour mes enfants, mais pour les pas pour mes enfants non, mais pour les enfants de là-bas, les arrière-petits-enfants, et que tout le monde puisse en profiter dans des générations à venir. Avec Louise et Thomas, nous évoquons certaines initiatives qui existent en France et notamment la possibilité pour les propriétaires d'une parcelle de terrain d'inscrire leurs actions de protection de la biodiversité dans le temps long. Je leur parle des ORE, les obligations réelles environnementales, qui sont un outil créé par la loi biodiversité de 2016. Il s'agit d'un contrat conclu entre un propriétaire, privé ou public, désireux de protéger l'environnement chez lui de façon pérenne, et un co-contractant, au choix une collectivité, une association de défense de l'environnement ou encore un parc naturel régional. Le contrat se signe devant notaire, ce qui permet de transmettre les obligations de propriétaire en propriétaire pour une durée qui peut s'étendre jusqu'à 99 ans. Ainsi, ni les héritiers ni les futurs acquéreurs ne pourront se soustraire à ces obligations. Après ces échanges, je demande à Thomas s'il a une anecdote à partager autour du projet qu'il porte au cœur de la forêt du Choco. Un des habitants de ces forêts, c'est des singes, comme j'avais dit. Il y a le singe araignée et le singe hurleur. Donc le singe hurleur, il est très pacifique comme singe, il ne va pas venir vous embêter. Il hurle le matin principalement, donc ça nous réveille. C'est la première fois qu'on entend ça, c'est assez... On se sent un petit peu au dépourvu, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que ça fait un bruit incroyable. On peut entendre le cri du singe hurleur à des kilomètres à la ronde. Le singe araignée, par contre, il ne crie pas, mais il est beaucoup plus agressif. Et donc, nous, les botanistes, on va passer pas mal de temps sur une plante, on va essayer de la collecter, on va faire des mesures, on va travailler dessus. Et donc, une fois, j'étais en train de collecter un petit palmier de sous-bois. Une bande de singes araignées est arrivée et ils ont commencé à nous lancer des choses, donc des petits morceaux de bois. Et donc, j'avais un parapluie, donc j'ai demandé
À mon étudiant, j'ai dit, tu sors le parapluie et tu me protèges pendant que moi, je collecte. Donc, je collectais le palmier et les singes, ils criaient, ils bougeaient les branches et ils nous balançaient. Bon, ils n'en sont pas allés jusqu'à balancer leur excrément, mais c'est aussi possible. Ils vont casser des petites branches et nous lancer dessus. Donc quand ça vient de tout en haut, ça peut faire assez mal si ça tombe sur la tête. Et ils sont comme ça, ils sont assez territoriaux et ils n'aiment pas du tout qu'on s'approche ou qu'on soit là. Et donc dès qu'ils nous voient, ils essayent de nous intimider en fait. Ils sont un peu gardiens de la forêt. Voilà, c'est des gardiens de la forêt, mais ils sont extrêmement importants pour l'écologie de cette forêt. Tu nous as dit que le choco, c'était comme la petite sœur de l'Amazonie. Est-ce que c'est ce qui pourrait arriver à l'Amazonie, ces petits îlots de biodiversité, si on n'y prend pas garde? C'est dur de savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'Amazonie. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de modèles. Il y a des modèles très pessimistes. On est sur une pente glissante avec l'Amazonie. On risque de se retrouver en effet dans cette situation-là. Mais l'Amazonie est un petit peu différent parce qu'on risque de basculer dans un système beaucoup plus sec. Et donc à la place d'îlots de forêt, on aura juste des savanes arborées peut-être ou des choses beaucoup moins luxuriantes, beaucoup moins denses. L'histoire, si elle nous apprend quelque chose, c'est qu'en effet, quand on a des bandes de forêt, parce que le Choco est coincé entre les Andes et l'océan Pacifique, et ce type de forêt, il y en a dans d'autres endroits. Il y a la Mata Atlantica, par exemple, c'est une petite bande de forêt tropicale humide, séparée de l'Amazonie, sur la côte atlantique du Brésil, par exemple. Pareil, complètement déforesté. Les forêts tropicales de la côte ouest de l'Afrique, Tanzanie, Kenya, pareil, complètement déforestées. Les forêts, par exemple, des îles Sumatra, Java, tout ça aussi, pareil, tout déforesté. Donc, lorsqu'on a des petits fragments, quand on a des bandes de forêts tropicales humides où il y a beaucoup de population, notamment ceux qui sont le long de la côte, il y a une grande destruction. Et l'histoire nous montre qu'on ne sait pas gérer ça et que généralement, c'est vers là où on tend. En fait, c'est la fragmentation. Donc, le projet aussi qu'on gère en Choco, c'est aussi d'essayer de trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut balancer à la fois la biodiversité avec le bien-être des populations qui habitent là? Et l'enjeu est grand parce que si on y arrive, on aura plus tendance à vouloir protéger cette biodiversité. Je ne dis pas que notre projet, c'est le seul à le faire. Il y a des milliers de petits projets. Mais comme on est tous à des échelles très locales, il en faut des milliers. Il en faut partout des projets similaires aux projets que nous, on gère dans le Choco. Et dans le Choco, il y en a plusieurs. Mais on n'est pas les seuls à travailler là-bas. Chacun y met du sien, chacun a sa façon de faire. Et donc oui, on pourrait imaginer que d'ici un certain nombre de temps, l'Amazonie soit juste des petits fragments. Oui, jusqu'à un certain point de bascule où ça deviendra savane. Voilà, ça en tout cas, c'est des prédictions, c'est qu'à un moment donné, la déforestation sera telle qu'on va basculer. Normalement, je ne sais plus exactement les pourcentages, mais c'est pas beaucoup en fait. Il ne faut pas non plus détruire trop l'Amazonie. Ça va basculer très vite en fait. Oui, on avait parlé de à peu près 30%, mais c'est oui. un ordre de grandeur, quoi. Ordre de grandeur, c'est 30%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut y aller jusqu'à 30%. On ne sait pas. Ça aussi, c'est l'autre chose. En biodiversité, on ne sait pas. On peut faire des modèles. Les modèles sont basés sur des données. On peut prédire un certain nombre de choses, mais on ne sait pas. Le changement climatique, c'est exactement la même chose. C'est des modèles. Or, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que le changement climatique, il est beaucoup plus intense que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Parce que les modèles, en fait, ils sont basés sur ce qu'on connaît sur le passé et ils vont nous prédire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas forcément la vérité. C'est des modèles qui expliquent quelque chose. Et donc, dans la biodiversité, c'est pareil. On joue avec quelque chose, on ne sait pas trop comment ça va réagir. C'est pareil que les circulations dans les océans. On sait que si on joue trop, s'il y a des perturbations au niveau des courants des océans, il peut y avoir un collapse de la biodiversité mondiale, mais on ne sait pas exactement quand ni jusqu'à où on peut pousser le truc. Donc c'est un peu l'enfant qui joue avec le feu, qui va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, puis à un moment il va aller tellement loin qu'il va casser la chose, et là il se fait gronder par ses parents. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ce projet ? Alors ce projet, on peut le soutenir. D'abord, s'il y a des gens qui veulent être volontaires, donc il y a des projets de volontariat. Il y a une station scientifique, donc on peut aller là-bas. Il y a à manger, il y a des toilettes, il y a des lits. C'est un peu rustique, mais c'est très bien pour quelqu'un qui a un petit peu d'aventure. Donc on peut aller donner un peu de son temps, on peut y aller 1 mois, 2 mois, et on peut aider à des lieux, on peut aider à reforester, à travailler, à suivre les communautés de singes. Donc il y a beaucoup de travail. Mais aussi plus technique, réparer un certain nombre de choses dans la station.
Mais l'ONG Great Leaf, qui est derrière tout ça, moi je suis juste le chercheur qui vient en appui. L'ONG Great Leaf, on peut aller sur son page web, qui doit être sur la page du podcast. Et il y a un endroit où on peut donner un petit peu d'argent. Je pense qu'on peut parrainer un arbre, par exemple, ou un singe. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire assez sympathique. Donc, on peut... voilà. Donc, ça. Et puis, l'autre point, c'est juste d'en parler autour de vous, de ce genre de projet. Et pourquoi pas devenir soi-même gardien ou gardienne d'un espace qu'on a envie de préserver. Voilà. Donc, si vous voyez une forêt que vous voulez adopter aussi, c'est aussi très bien. Ça prend beaucoup de temps et il faut être passionné et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très, très, très souvent. Et de temps en temps, on peut perdre un peu espoir en se disant, bon, moi ça m'arrive, je me lève le matin, je me dis, c'est dur, on a eu des revers, on a eu des projets qui n'ont pas été financés, des gens qui nous ont dit non, des gens qui nous ont dit, mais ça ne nous intéresse pas. Donc ça décourage, mais il faut toujours un peu garder l'œil sur la ligne d'arrivée qui n'existe pas en fait, parce qu'on veut faire ça pour l'éternité. Je dis en conservation, le motto c'est une victoire n'est jamais une victoire, mais une perte c'est toujours défini. Donc quand on perd quelque chose, quand on perd une forêt, ça disparaît pour toujours. Mais quand on gagne, par exemple, quand on arrive à protéger quelque chose, c'est juste momentané. Parce qu'il faut continuer à se protéger, il faut continuer à se battre pour cette conservation. Qu'est-ce qui continue de t'animer au quotidien ? La protection de la biodiversité. Je pense que je suis dans un moment de ma carrière où je veux vraiment faire des choses beaucoup plus appliquées. Donc justement, me baser sur des concepts de sciences de la durabilité. Je veux toujours que ça soit scientifique. Ce qui m'anime beaucoup, c'est que le temps presse. Donc je vois que l'urgence continue, je vois qu'on ne change pas forcément. Donc je me dis qu'il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait et à encourager les autres à se joindre à la bataille en fait, de la protection. Nous espérons que cet épisode Focus vous a permis de mieux comprendre, à travers un projet concret, ce que Thomas appelle la science de la durabilité. Pour soutenir son travail, ainsi que celui d'Anelio et des ONG citées, vous pouvez cliquer sur les liens disponibles dans la description de l'épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à écouter les 2 premiers épisodes consacrés à Thomas Couvreur, pour comprendre son parcours, ses explorations en forêt et les outils qu'il utilise en tant que chercheur botaniste afin de faire évoluer l'état des connaissances au sujet de la biodiversité pour mieux la préserver. J'ai eu le plaisir de réaliser ce nouvel épisode du podcast Destination Recherche, imaginé et produit par la Fondation Evertea grâce au projet global financé par l'ERC, European Research Council. Le podcast Destination Recherche est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Pour soutenir sa diffusion, vos coups de pouce sont précieux. Vous pouvez vous abonner au podcast, partager le lien sur vos réseaux ou encore mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur la plateforme Apple Podcast. Merci et à bientôt!